Dans le centre de Pékin, un petit restaurant de raviolis fait un véritable tabac depuis quelques jours. Je mange souvent ici. Mais franchement, j'ai jamais vu un monde pareil. Chaud devant, chaud devant. La raison de ce succès, une visite du président Xi Jinping, presque anonyme au milieu des clients. J'habite le Sichuan, mais quand j'ai vu cette info à la télé, j'ai décidé de venir spécialement ici, juste pour goûter les raviolis et m'asseoir à la place où le président Xi s'est assis. J'ai commandé exactement les plats qu'il a mangés. Du jamais vu en Chine, où les hauts dignitaires n'ont pas l'habitude de se mélanger au petit peuple. Je venais de finir mon repas bien tranquillement, j'allais sortir du restaurant. Et là, je l'ai vu qui faisait la queue et qui commandait au serveur. C'était vraiment un hasard. J'avais fini de manger quand je l'ai vu là, juste devant moi. Les clients sont restés comme de ronds de flanc. Les réseaux sociaux se sont mis à crépiter et le petit restaurant de raviolis est en train de faire fortune. Objectif communication atteint à 100% pour le président. Tout Pékin parle de lui avec délice. Les plats qu'il a pris ont une signification. Ça veut dire que les officiels doivent être intègres. Regardez la farce des raviolis. C'est moitié viande blanche, moitié verre de poireaux. Blanc et vert. C'est la clarté, le vent. Donc les officiels du parti doivent être honnêtes envers le peuple. Et le foie, ça veut dire quoi? Le foie de porc, ça veut dire qu'il faut dégager les officiels corrompus. Pas d'indulgence pour les corrompus, on n'en veut pas. Qu'ils dégagent. Ah bravo, c'est bien ça. Cette opération ravioli n'est qu'un détail dans une stratégie plus globale. Tous les matins, la Chine allume sa télé avec une nouvelle histoire édifiante sur le quotidien du président. Un jour, il prend un taxi comme tout le monde. Le lendemain, il se promène malgré la pollution dans les ruelles de Pékin. Il est toujours souriant, débonnaire et rassurant. Et maintenant, le soir, la Chine peut éteindre sa télé après avoir entendu le même marteler les grandes lignes de son action. Mesdames, messieurs, camarades et amis, nous avons lancé des réformes avec le but essentiel de rendre notre nation plus forte et plus prospère. Nous voulons également atteindre un plus haut degré d'impartialité et de justice dans notre société. La réforme est une grande cause qui nous demande des efforts soutenus. Xi Jinping est omniprésent dans les médias. Logique, en moins d'un an, il s'est imposé dans tous les rouages du pouvoir. Sa domination est sans partage et absolue. Il peut donc afficher un nouveau style patelin, proche du peuple et jouer les bons Dr Xi. Mais M. Jinping n'est jamais loin. Gare à ceux qui n'aiment pas les raviolis officiels. Canton, la capitale du sud du pays. À 3000 km de Pékin, rendez-vous secret avec des journalistes de la ville qui ont cru pouvoir choisir eux-mêmes le sommaire de leurs journaux. Ils ont reçu un ordre direct du parti, interdiction de rencontrer la presse étrangère, alors il faut ruser. Et bien sûr, préserver leur anonymat pour comprendre l'absolu contrôle auquel ils doivent se soumettre. Le Parti communiste contrôle absolument tout, et cela dans les moindres détails. Ils ont mis en place une commission d'approfondissement des réformes économiques, bien sûr, mais ils ont aussi créé une commission de gestion de l'information. Et c'est Xi Jinping lui-même qui la dirige, en personne. On a désormais l'impression d'être revenu au temps de Mao Zedong. Le gouvernement est aujourd'hui dans une logique de garde rouge. Et nous ne sommes pas très étonnés de voir ce qui nous arrive. D'un certain point de vue, ça suit la logique du parti. Et ce que veut le parti, c'est une armée de journalistes entièrement à son service. Mais voilà, à Canton, l'année dernière, ces journalistes en ont eu assez d'être traités comme des robots. Après que l'éditorial de la nouvelle année a été remplacé par un énième message patriotique, ils se sont mis en grève. Pire, des habitants sont venus les soutenir et demander la liberté d'expression.
C'était tout simplement la première fois que cela arrivait en Chine. Nous sommes ici pour obtenir des réponses de la part du gouvernement. Nous voulons qu'il nous parle. Ce que nous voulons, c'est que le gouvernement supprime le contrôle sur la presse, qu'il arrête de contrôler le contenu des journaux. S'il fait ça, nous serons contents. Mais je ne sais pas si notre manifestation va donner des résultats. Au bout de quelques jours, Pékin a décidé de siffler la fin de la récréation. Après que les journalistes eurent menacé de révéler les 1034 articles ainsi imposés par la propagande en seulement 12 mois. La reprise en main était radicale. Notre rédacteur en chef reçoit désormais par SMS directement ses ordres depuis le département de la propagande. Ensuite, il répercute ses ordres vers les chefs de rubrique et les journalistes. Il nous indique aussi oralement les choses à ne pas dire et même les mots à ne pas utiliser. Aujourd'hui, le journal est sous bonne garde. Même sa façade semble devenue un secret d'État. Vous ne pouvez pas filmer ici. Ah bon, mais pourquoi? Suivez-moi là-bas, je dois téléphoner. Vous pouvez arrêter de filmer, s'il vous plaît? Parce qu'ici, pour l'instant, c'est interdit. À Pékin, le contrôle des contenus journalistiques se met en place quasiment dès le berceau. À l'Université du Peuple, les étudiants en journalisme apprennent très tôt les limites de leur métier, notamment pendant les cours obligatoires de marxisme. Vous prenez l'essence du parti et l'espoir du peuple, mais aussi les reportages positifs et le contrôle de l'opinion. Tout cela est lié. Toutes ces notions fonctionnent de concert. À l'examen, le marxisme a un gros coefficient. Il faut donc bien apprendre ses leçons. C'est très clair pour nous tous. Le marxisme a joué un rôle essentiel pour la société de notre pays au XXe et XXIe siècle. C'est notre guide. C'est cette idée marxiste qui a permis de fonder la Nouvelle Chine il y a 65 ans. C'est cette même idée marxiste qui est devenue le guide du Parti communiste, qui lui sert de référence et lui a permis de prendre le pouvoir. Mais ce n'est pas seulement pour le parti, c'est aussi un guide quotidien pour nous tous, dans tous les domaines, dans les affaires, dans notre vie. C'est pour ces raisons que le marxisme est très important, et bien sûr également pour tout ce qui concerne le journalisme. En Chine, l'endoctrinement des jeunes n'est pas une nouveauté. Mais ce qu'il est depuis que Xi Jinping est au pouvoir, c'est que les journalistes en fonction sont également obligés de se maintenir à niveau. Si les journalistes deviennent irresponsables et recherchent leur intérêt personnel, ils ne sont plus de bons journalistes. Mais en Chine, nous avons une méthode pour régler ce problème, la pensée marxiste. Si la première fois, ça ne marche pas, on fait revenir les journalistes pour apprendre encore. Si ça ne suffit toujours pas, on leur donne des cours particuliers et en dernier recours, on les renvoie. Résultat, Xi Jinping et les messages du parti sont omniprésents dans les médias. Aucune place pour parler de la centaine de journalistes ou de blogueurs qui sont sous les verrous selon Reporters sans frontières. La répression n'a jamais été aussi forte depuis Deng Xiaoping. Désormais, la dissidence se paie cash. Pékin, quelques jours avant le Nouvel An chinois. Tout le quartier du palais de justice est bouclé. Et la presse est priée de dégager au plus vite. Montrez-moi vos papiers. Mais on vient juste de les montrer. Bon alors dépêchez-vous de partir. Faut partir maintenant. Mais pourquoi? C'est une zone interdite ici, vous devez partir, d'accord? L'accès est interdit à cause d'un procès très sensible, celui de l'avocat Zhu Ziyong. Son crime, avoir exigé la transparence du patrimoine de tous les cadres du parti quand le président Xi a lancé sa campagne anticorruption. Direction la prison, où ses amis ont pu constater clandestinement sa détermination. J'appelle les officiels à déclarer leur fortune, et dans cette époque absurde, ce sont les charges qu'on retient contre moi. Son appel a été repris un peu partout en Chine par ceux qui se nomment eux-mêmes les nouveaux citoyens. Des Chinois qui ne veulent pas forcément la révolution, mais simplement que le pouvoir respecte les lois et les règlements qu'il a lui-même mis en place. Quelques jours avant le procès,
Nous les avions retrouvés dans un café pékinois autour d'un dissident célèbre, libéré il y a un peu plus de 2 ans. Je me rappelle que j'étais le plus enthousiaste, car pour moi, cette demande allait signer l'arrêt de mort du parti. C'était le meilleur moyen de le faire tomber, tellement il est corrompu. Mais pour être honnête, les autres étaient plutôt pacifiques, plus mesurés. Pour eux, cette mesure visant la corruption était simplement une méthode de rationaliser et de contenir le pouvoir du parti. Espoir vite balayé, Zhu Ziyong est en prison, Hu Jia et les nouveaux citoyens sont harcelés par la police. Mais aujourd'hui, leurs mouvements commencent à essaimer discrètement à travers la Chine. À Canton, ces nouveaux citoyens s'appellent Rue du Sud. Ils se retrouvent souvent dans un quartier populaire, discrètement, au 2e étage d'un petit restaurant. Ils assument, mais sans provocation. Moi, je m'appelle Yang. Je trouve que la société actuelle est dans une situation catastrophique, qu'elle n'est pas adaptée à la vie des êtres humains. Moi, je m'appelle Wang et je viens du Jiangsu. Je considère que la République populaire de Chine est une société esclavagiste. Le Parti communiste est au pouvoir et nous sommes que ses esclaves. Autour de la table, des avocats, des chauffeurs de taxi, des petits commerçants, des ouvriers et même des anciens de la place Tiananmen. Ces repas où on se retrouve tous, nous leur donnons le nom de fanzui. En chinois, fanzui, ça veut dire manger et se saouler. Mais si on prend le même mot avec une orthographe différente, fanzui, ça veut dire aussi commettre un crime. C'est pour ça qu'on utilise ce terme. Ça nous permet de jouer avec les mots. Vous savez quoi? Parce qu'en mangeant, tous ici, nous commettons un très grand crime. Tout simplement parce qu'en Chine, aujourd'hui, nous n'avons pas le droit de nous réunir. C'est interdit. Si nous le faisons quand même, si nous nous réunissons pour discuter, la police peut très bien intervenir et nous arrêter. Mais là, nous sommes en train de manger, ce qui est quand même l'activité que les Chinois aiment le plus. Et du coup, les policiers ne peuvent rien contre nous. Ils vont quand même pas venir pour nous empêcher de manger. Alors nous commettons ce crime. Voilà, on veut commettre des crimes. Alors, on passe à l'acte, par exemple en démontant méticuleusement les opérations de propagande du président. Vous voyez, Xi Jinping, pour se payer ses raviolis, il a dépensé 21 yuan. Si on calcule, 3 repas à 21 yuan par jour, ça fait près de 2000 yuan par mois. C'est bien ça? C'est trop cher pour les ouvriers. Surtout pour les ouvriers migrants comme moi. Mon salaire est justement d'environ 2000 yuan par mois seulement. La rue du Sud est dans le collimateur des autorités, comme tous les nouveaux citoyens. Parmi eux, malgré ses 3 ans de détention, Hu Jia refuse toujours de se taire. Il est extrêmement précis dans ses mises en cause du nouveau président, si gentil et si simple à la télévision. En seulement une année de pouvoir, Xi Jinping a déjà dévoilé sa véritable nature de dictateur. Il est à la tête de la plus haute commission du régime, qui contrôle l'armée, la diplomatie et le renseignement. Xi Jinping est le chef de cette commission très puissante. En plus, il a également pris la tête d'une autre commission, celle de l'approfondissement des réformes. Il dirige la sécurité, l'information et tout un tas d'autres domaines. Il cumule les pouvoirs en étant à la fois le chef de la commission militaire, secrétaire général du Parti communiste et président de la République. Le temple du nuage blanc à Pékin. Pour célébrer l'année du cheval, on doit venir ici caresser une statue de l'animal qui porte bonheur. Et c'est encore mieux quand on arrive à viser une petite cloche juste à côté. Elle doit tinter agréablement aux oreilles du bon président Xi, qui peut récolter en ce début d'année les fruits de sa propagande. Le rêve chinois du président, c'est notre rêve à tous, le rêve du petit peuple chinois. Et grâce au nouveau président Xi, nous sommes vraiment très heureux. Pourquoi? Les gens le portent dans leur cœur. C'est parce qu'il défend le peuple? Oui, c'est très clair. Tout le monde peut voir qu'il est du côté du peuple, qu'il est très bien pour nous. Il a fait condamner beaucoup de cadres corrompus. C'est vraiment une bonne nouvelle pour la société. Pour les astrologues chinois,
Le cheval est libre, créatif et émancipé. Un animal à problème donc pour un dirigeant chinois. Mais Xi Jinping sait réprimer les écarts et caresser dans le sens du poil. Les Chinois adorent sa purge anticorruption et les sanctions déjà infligées à 182 000 membres du parti. Une opération à grand spectacle avec des vedettes du régime qu'on fait condamner. Et même des jeux en ligne sur des sites officiels où chacun peut s'exercer à électrocuter les vilains ripoux. Le bon peuple applaudit, mais pour les membres du parti un peu trop riches qui veulent éviter l'électrocution, il y a une solution. Hong Kong, l'ancienne colonie britannique, revenue dans le giron de Pékin en 1997. C'est le nouveau paradis des riches chinois. Notamment ceux qui ont à blanchir de l'argent un peu trop encombrant de l'autre côté de la frontière, comme l'argent de la corruption. Caroli Ergetti est un agent immobilier. Elle est spécialisée dans le haut de gamme. Alors ça, c'est l'immeuble en face qu'on va essayer de voir. Ça, c'est le 39. Le genre d'immeuble de luxe que les Chinois s'arrachent en ce moment. J'ai une jeune dame qui vient d'acheter une maison au pic à 680 millions Hong Kong. Une jeune dame, pas de job, elle n'a pas de... Elle ne travaille pas, mais elle achète quelque chose pour ces prix-là. On ne sait pas pour qui elle achète, où elle a eu l'argent, mais il y a ça aussi. Des questions qu'on ne se pose pas vraiment. Ce sont des gens proches du pouvoir de Pékin. Absolument. C'est gouvernement, je ne peux pas dire quel pourcentage et qui sont qui. On ne sait jamais exactement, sauf les gens qui sont dans le business. Mais si les officiels chinois achètent ici des appartements ou des maisons à prix d'or, ce n'est pas pour s'offrir une vue imprenable, ni pour une meilleure qualité de vie. C'est d'investir et aussi de sortir l'argent de Chine, parce qu'ils sentent que c'est bien gardé si ça ne reste pas en Chine. Alors ils investissent partout dans le monde, mais beaucoup à Hong Kong. Il y a un petit pourcentage qui utilisent les biens qu'ils achètent ici aussi, mais la plupart c'est pour investissement. Et c'est souvent en cash. Des dizaines de millions d'euros dont personne ne connaît ou ne veut connaître la provenance. On est bien loin de la lutte anticorruption et de la transparence martelée par Xi Jinping. Caroli Ergetti nous emmène faire le tour de l'île, là où les officiels du continent ont petit à petit tissé leur toile, en achetant des résidences où la sécurité les préserve des regards extérieurs. Ok. Sorry about that. We cannot come upstairs? No? Not visit Mr. Chan? Bon. Parmi les acheteurs, les familles ou les proches de patrons de grandes entreprises publiques ou d'administrations chinoises. Une règle d'or, ne jamais investir en son nom propre, ne jamais laisser de traces. Voilà, ça c'est le numéro 11, la première maison. Voilà, ça c'est une maison privée. Avec une petite piscine privée devant, avec une vue. C'est une vue sur la mer, mais pas extraordinaire, comme il y a la colline devant. Parfois, on découvre l'identité du véritable propriétaire. Cette maison de 62 millions d'euros appartient par exemple à un membre d'un organe central du Parti communiste chinois. La propre famille de Xi Jinping posséderait 6 propriétés à Hong Kong, valant des dizaines de millions de dollars chacune. C'est une révélation de l'énorme enquête des Offshore Leaks. Une enquête qui a duré plusieurs années, menée par des experts et des journalistes indépendants, publiée dans le Washington Post, Le Monde ou encore le Süddeutsche Zeitung. Un travail colossal qui a montré qu'au moins 22 000 Chinois ont mis leur fortune à l'abri dans des paradis fiscaux. À Hong Kong, le journal Mingpao a osé publier ces révélations. Son rédacteur en chef a payé cet engagement. Il a été limogé sur pression de Pékin. La rédaction a tenté de se mobiliser, mais en vain.
Phyllis Tsang est la représentante des salariés du Mingpao. Elle a accepté de parler, mais pas dans sa rédaction. L'ambiance y est trop pesante. Selon elle, la liberté d'expression a vécu dans l'ancienne colonie britannique. Auparavant, on pouvait trouver de nombreux journaux avec des opinions différentes, plus de diversité dans les articles. On avait à la fois l'opinion de personnes pro ou anti-gouvernement. Mais désormais, on a l'impression que de plus en plus de journaux se concentrent sur des histoires qui soutiennent les autorités et sont de moins en moins critiques. Et c'est ça qui nous inquiète, nous les journalistes hongkongais. Allons-nous pouvoir conserver notre liberté de la presse? Pourrons-nous encore avoir de la diversité et des opinions divergentes dans nos journaux? C'est vraiment la première fois depuis de nombreuses années que je m'inquiète à ce point de la situation de la presse. Avant, Hong Kong garantissait la liberté de la presse. Mais ce que nous craignons avec le limogeage de notre rédacteur en chef, c'est que derrière cela, il y ait une volonté de changement de la politique éditoriale et que cela marque une restriction de la liberté de la presse à Hong Kong. Mais là, nous attendons de voir ce que nous allons devenir. Depuis l'arrivée de Xi Jinping, tous les médias de Hong Kong sont menacés. L'étau se resserre sans que les Hongkongais réagissent vraiment. Car la place financière se porte bien, Pékin y veille. Et à Hong Kong, quand la bourse va, tout va. Bien sûr, il y a toujours des petits îlots de résistance, comme cette librairie qui vend, entre autres, des livres très sulfureux. Arrangements politiques purement entamés par le président, les ouvrages ne font pas dans la dentelle. Ils sont interdits en Chine, mais encore tolérés ici. Pourtant, ils ne trouvent que peu de lecteurs, et aucun parmi les Chinois du continent, de plus en plus nombreux à visiter Hong Kong. Illustration à Canton Road, le temple du shopping hongkongais, la destination numéro 1 des touristes du continent. Leur demander ce qu'ils pensent de ce livre très critique à l'égard de Xi Jinping, c'est un peu leur suggérer de dîner avec le diable. Ce livre, non, je ne lis pas ce genre de choses. Cela ne me regarde pas. Non, celui-là, je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Désolé. Je ne parle pas de politique. Désolé. Non, ça ne m'intéresse pas. Vraiment, ça ne m'intéresse pas. Est-ce qu'il sait que ce livre est interdit en Chine? Moi, je suis quelqu'un du peuple. Alors, ce qui m'intéresse, c'est seulement la gastronomie, les voyages et le shopping. C'est tout. Les Chinois n'aiment donc pas tellement parler de politique, et leurs responsables politiques non plus. La semaine dernière, s'est tenue la session plénière de l'Assemblée nationale populaire à Pékin. Les médias chinois étaient là en masse, normal, car c'est le camarade Xi qui présidait. Comme d'habitude, les délégués ont été très sages. Et dans les couloirs, comme d'habitude, à la moindre question dérangeante, ils se sont transformés en princes du refus ou en roi de l'esquive. Xi Jinping est le président de la Chine, il est secrétaire du parti, il est président de la commission des réformes, président de la commission militaire, encore d'autres. Ce n'est pas trop de pouvoir pour un seul homme? Il y a différents pays, différentes circonstances culturelles. Les régimes, les systèmes ne sont pas pareils. Tous ces pouvoirs concentrés sont nécessaires ici, pour cette époque, surtout après l'ouverture et les réformes. Mais Xi Jinping qui a tous les pouvoirs, ça fait pas de lui un dictateur? Mais ça fait pas de lui un dictateur? Non, ça va, j'ai pas le temps. Et comment il peut être proche du peuple alors que sa famille a des centaines de millions d'euros à l'étranger?
Désolée, je ne réponds pas. Je ne sais pas, excusez-moi. Ma question est simple, sa famille a des centaines de millions d'euros à l'étranger. Ah, ça Je ne sais pas. Ce sont des rumeurs. On ne peut examiner que les faits. T'as vérifié cette affaire? C'est bon, je n'ai pas le temps, je dois partir. Au revoir. Le bon président Xi peut dormir sur ses deux oreilles. La vie politique est bien disciplinée, la rue est tranquille, la presse est aux ordres, les dissidents sont en prison, ou pas très loin de l'être, et il a réussi en un an à s'accaparer tous les pouvoirs. Il peut rêver tranquille, et qui sait, peut-être même de ça.